Et on reparle de tout cela avec notre invitée ce soir, Shoura Makaremi, anthropologue franco-iranienne au CNRS, spécialiste de la violence post-révolutionnaire en Iran et autrice de Résistances affectives, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté aux éditions La Découverte. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Je précise que vous êtes né en Iran, que vous avez fui le pays avec votre père et votre frère et que votre mère et votre tante ont été emprisonnés puis assassinés par le régime dans les années 1980. Tout d'abord, concernant ce qui est en train de se passer, donc ces funérailles nationales d'une ampleur inédite, hein, il faut le dire, en Iran. Donc depuis hier et pour 6 jours, les autorités disent attendre 15 à 20 millions de personnes. Des obsèques nationales aux allures de démonstration de force, évidemment pour le régime iranien, post-signature du protocole d'accord avec les États-Unis. C'est quoi le message envoyé par le régime à travers l'organisation de cette mobilisation qui est effectivement qui n'a rien de spontané, en tout cas pas entièrement spontané? Oui, c'est en fait, il y a une reprise en main de la temporalité par rapport au fait que, en effet, le guide suprême n'a pas été enterré au moment de sa mort, mais à un moment où c'est au pouvoir iranien de faire le spectacle. Et notamment, les frontières sont ouvertes, on peut inviter des délégations étrangères, et le récit vient de Téhéran. C'est-à-dire que même votre envoyé spécial, il raconte ce qu'il peut raconter depuis cet intérieur-là, mais tout est extrêmement verrouillé et extrêmement ordonnancé par le pouvoir qui est en place à Téhéran. Donc c'est vraiment une reprise en main de la narration, du récit, par ce pouvoir en place. Et c'est la condition à laquelle, en fait, ces funérailles peuvent être faites. C'est quoi la fonction politique en Iran de ce genre de moment de communion nationale autour d'un deuil? Alors, si on pense aux funérailles de Khomeini, qui était le premier guide suprême, c'était un moment bien plus grand. Bien plus intense, beaucoup plus, avec beaucoup plus de participation populaire. Parce que là, s'il y a des millions de personnes, mais de façon enfin, voilà, très fluide sur plusieurs journées, on avait lors des funérailles de Khomeini vraiment une participation, une puissance populaire très grande qui était à la hauteur de sa popularité et de la popularité dont, à l'époque, jouissait la République islamique au sein de la population. Moins encadré qu'aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, en effet, les choses sont extrêmement encadrées, c'est-à-dire qu'il y a toute une infrastructure qui est mise en place par le régime avec des transports en commun, des taxis, des tentes, des repas qui sont donnés pour les pouvoir... transports oui, en commun qui sont gratuits. Voilà, pour pouvoir... et des bus qui sont affrétés pour pouvoir justement gérer cette population de supporters du régime. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protestations dans les années précédentes, et notamment à partir de 2017, en 2019, et puis le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, ont aussi amené dans la rue des gens qui n'étaient pas défavorables aux principes de la République islamique. Donc en fait, les personnes qu'on voit aujourd'hui venir rendre hommage à Feu Khamenei sont des gens qui demain, pour des raisons économiques, pour des raisons de ras-le-bol et des raisons de mauvaise gouvernance, pourront retourner dans la rue. Et donc, cette discussion entre société et État qui a connu beaucoup de soubresauts, parce que c'est un pays qui n'accepte plus son gouvernement depuis presque une décennie maintenant, 2017, eh bien, cette fracture-là continue de se jouer, et notamment autour des questions économiques qui ne sont pas du tout résolues. Cet encadrement de l'événement que vous avez décrit, c'est aussi le signe d'une certaine fébrilité du régime? Alors en fait, le problème qui se pose, c'est que il est impossible de localiser très clairement où est le pouvoir iranien aujourd'hui. On peut faire des conjonctures, moi je n'en ferai pas parce que c'est pas mon métier, mais où est localisée exactement la souveraineté iranienne? Comme vous l'avez entendu, Mojtaba Khamenei qui a été élu guide à la succession de son père, donc c'est la première fois qu'on a quelque chose comme une forme monarchique de succession de père en fils qui se met en place autour d'une fonction qui appartient au clergé chiite, mais en tout cas cette personne est absente. Certains disent qu'il n'est pas très en forme, d'autres doutent même de son existence, de sa capacité à fonctionner. Et donc,
à partir de là, on ne sait pas où est localisé ce pouvoir, sachant que par ailleurs, il y a eu des plaintes selon lesquelles d'anciens dirigeants de la République islamique n'ont pas été invités également à ces funérailles. Organisées par qui? Ce n'est pas très clair non plus. Revenons maintenant sur la signature de ce protocole d'accord avec les États-Unis, vu par beaucoup, y compris aux États-Unis même, comme une capitulation américaine face à ce blocage prolongé du détroit d'Ormuz qui avait donc paralysé l'économie mondiale. L'Iran, grand gagnant de ce protocole d'accord, vous diriez ça? Non, moi je pense que tout le monde est perdant. Je pense que tout le monde a perdu. Il n'y a pas un seul gagnant. C'est-à-dire que... alors, qu'est-ce qu'on appelle l'Iran ? Le peuple iranien est très clairement perdant parce que le régime iranien, conditions de vie se sont dégradées. Le régime iranien a perdu beaucoup de ses dirigeants, a perdu son guide suprême et est aujourd'hui en train de négocier avec ceux-mêmes qui ont tué ce guide suprême. Le régime iranien économiquement est également très très affaibli. Mais il a quand même tenu tête aux États-Unis. Absolument. Avec une aura aussi certaine auprès de certains pays à l'étranger, y compris auprès du Sud global. Alors absolument. Et donc ça, pour moi, c'est aussi un autre perdant de cette séquence, ce sont les forces de contestation, de progrès politique et social, notamment dans le Sud global, mais à l'international, puisque si l'aura de la résistance se rabat sur Téhéran ou sur l'Iran comme étant le principal porteur de cette fonction de résistance contre la domination, l'hégémonie internationale des États-Unis, eh bien, c'est extrêmement appauvrissant pour tous les combattants de la liberté, du progrès, de la solidarité internationale, puisqu'on est en train de soutenir dans ces cas-là un pays qui a lui-même massacré sa population pas plus loin que janvier, et qui en plus mène une politique impérialiste dans la région. Et ça, c'est autre chose. C'est que toutes ces forces, toutes ces milices qui ont été soutenues et supportées par Téhéran pendant toutes ces années, eh bien, elles aussi, elles sont très mal en point aujourd'hui dans la région. Donc en fait, on a quand même une restructuration de l'équilibre régional qui n'est pas forcément totalement au profit de Téhéran. Sur le plan du discours et dans une espèce d'opposition binaire entre un axe de l'impérialisme et un axe de la résistance, oui, en fait, il y a une espèce de transfert de légitimité dans une certaine propagande vers ces acteurs de la résistance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas forcément au sein de la région que c'est le plus profond, parce que les acteurs régionaux, les personnes qui vivent dans cette région du monde, elles connaissent bien toute la violence quotidienne qu'elles subissent de la part de celles et ceux qui se disent acteurs de la résistance. Donc, en fait, c'est un discours transnational qui est aussi porté beaucoup par les gauches à l'international, qui ont une responsabilité de voir qui sont vraiment les acteurs du terrain. Et est-ce qu'on a intérêt à rester dans cette espèce de confrontation binaire où il y a qu'un seul acteur d'une espèce de domination impériale ou hégémonique, alors qu'on est dans une réalité multipolaire avec des impérialismes multiples. Vous avez évoqué la répression sanglante de janvier dernier, de milliers de manifestants, on le rappelle, avec parfois même des armes de guerre en pleine rue. La démonstration de force actuelle est aussi synonyme pour ces personnes qui descendaient dans la rue contre le régime de fin de l'espoir, selon vous? Alors cette reprise en main que vous avez décrite. Cette reprise en main, elle s'est faite à la faveur de la guerre. C'est-à-dire que à partir du moment où les frappes israéliennes et américaines ont commencé, il y a un climat de sécurité extrêmement serré qui s'est mis en place dans les rues iraniennes, avec des checkpoints, avec des arrestations massives, avec des disparitions, notamment de prisonniers qu'on ne pouvait plus localiser à l'intérieur de ces prisons politiques. On n'a pas encore fait le compte des morts des massacres de janvier. On ne sait pas encore ce que sont devenues beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, non seulement début janvier, en décembre et en janvier, mais encore depuis lors. Et donc, la guerre n'a que affaibli la société civile iranienne, l'a paralysée, l'a rendue complètement, l'a exclue d'un jeu dans lequel elle n'est plus du tout présente. C'est-à-dire, par exemple, que dans ces négociations, le sort de la société iranienne, et notamment le respect des droits fondamentaux des Iraniens, est complètement absent. Justement, elle a été manipulée par Donald Trump, d'une certaine manière, cette société civile iranienne?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que d'une part, elle est très fragmentée. Il n'y a pas une société civile iranienne, c'est-à-dire qu'il y a une société, en plus pour moi, qui est transnationale, iranienne qui est transnationale et qui est extrêmement multipolarisée avec cette idée qui s'est construite, je pense, au long de la dernière décennie, selon laquelle une intervention militaire était la seule possibilité de changement de régime. Mais en fait, qu'est-ce qui a construit cette idée ? C'est aussi l'incurie, l'inertie, l'inaction de la communauté internationale qui, à chaque fois qu'il y avait une crise extrêmement profonde portée par la société iranienne, qui là était protagoniste de son rapport, du rapport de force qu'elle établissait avec l'État, eh bien, à chacune de ces crises-là, la communauté internationale a fini par se servir de ce moment de révolte et d'affaiblissement du pouvoir iranien pour aller négocier et réinstituer la légitimité de ce pouvoir iranien. Et donc, en fait, il y a une construction d'une séquence où finalement l'intervention militaire devenait le seul horizon possible. Or, on sait dans la région, notamment avec ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Afghanistan, que les interventions militaires sont extrêmement coûteuses, extrêmement mortifères et potentiellement peuvent amener un chaos bien plus grand qui font que la société irakienne à un moment a été jusqu'à regretter en fait le minimum d'ordre et de sécurité et d'éducation d'infrastructures qui étaient présents sous Saddam. Donc en fait on va aussi loin que ça dans le chaos et la violence qui peuvent arriver après des interventions. Sachant cela, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on soit sorti de cette espèce de mirage ou d'illusion selon laquelle une intervention armée est la seule possibilité de changement de régime en Iran. Alors, quelle autre possibilité aujourd'hui ? Comment, pour l'opposition iranienne, rétablir justement ce rapport de force avec le régime et par quel biais ? Alors c'est ça qui est quand même important de comprendre en Iran. Je pense qu'il y a une multitude de pôles actifs politiquement. Il y a une opposition politique avec plusieurs projets qui est extrêmement réprimée, très très compliqué de s'organiser à l'intérieur du pays avec des grandes coupures entre l'intérieur et l'extérieur qui ont été encore accrues par la guerre, par cette coupure d'Internet. Il y a eu 2 mois de coupure d'Internet en janvier, février, et puis encore 2 mois au moment de la guerre. Et il y a également la société civile iranienne, mais une société civile iranienne au long cours qui a eu quand même beaucoup d'acquis et toute la façon dont cette société s'est éduquée, s'est laïcisée, toute la façon dont ces jeunes justement qui sont puissants, une société civile qui est puissante, qui est transnationale, etc. Ça, c'est ce qui s'est construit au cours des dernières décennies. Cette société civile iranienne continue d'exister, même si elle se replie en dehors peut-être d'une ligne de front politique. Et puis, il y a la rue. La rue qui, à certains moments, a agi, comme au moment du soulèvement Femmes et Liberté, comme encore en décembre et en janvier dernier. Mais cette rue-là, ces acteurs, ces protagonistes de la rue, qui en fait payent le prix fort. À chaque fois, il y a des milliers de personnes qui sont emprisonnées, massacrées. Il s'agit de quelque chose d'un peu plus sporadique et, comme je disais, qui dépasse les lignes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de la population qui est la clientèle habituelle du régime de la République islamique qui va descendre dans la rue parce que, concrètement, elle n'arrive plus à survivre économiquement. Donc, en fait, je pense que cette société iranienne, elle marche sur 2 jambes au moins. Et ce qui concerne cette vague, ce travail de la société civile au long cours, les journalistes, les enseignants, les soignants également, qui sont ceux qui rapportent le nombre de morts, de blessés, etc. Tout ce maillage très fin de la société a fort à gagner de l'ouverture de l'Iran, de la levée éventuellement des sanctions, d'une espèce de respiration économique qui va lui permettre de reprendre du poil de la bête. Ce qui est très important à ce niveau-là, c'est que les infrastructures, que moi j'appelle les infrastructures du care, de soins, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les universités, toute cette infrastructure-là, en fait, ne s'effondre pas. Donc vous restez optimiste quant à la capacité justement de cette société civile de continuer son combat dans les Absolument. années à venir. On a une société iranienne qui est plus séculière que jamais, malgré le discours de propagande qui est aujourd'hui donné en spectacle à l'international, qui est extrêmement sécularisée, qui est totalement incompatible idéologiquement avec la République islamique, qui est également extrêmement éduquée. Et en fait, cette lame de fond, si elle maintient à garder ces infrastructures vivantes et actives, va changer la donne
régionalement, puisque pour cette société-là, en fait, l'islam politique n'est plus une option de contestation et de libération. Et c'est très, très important dans la donne régionale. Merci infiniment, Choura Makaremi, d'avoir répondu ce soir à nos questions dans l'invité d'Au cœur de l'info. Merci pour votre regard sur la société iranienne aujourd'hui. Et je rappelle votre dernier ouvrage, Résistance affective, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté. Merci encore pour votre venue ce soir sur notre antenne.